Bienvenue à nouveau. Je suis très heureux de vous revoir grâce à la magie d'Internet et à mes collègues qui sont derrière l'écran. Les plus observateurs vont voir que nous nous sommes changés et qu'en plus il fait nuit là où je suis. C'est un petit truc car en fait nous avions enregistré les présentations, ce qui est bien car ainsi vous pouvez les revoir et vous les trouverez sur notre page web. Merci aux experts d'avoir inclus les références. Je voudrais vous dire que vous trouverez également le résumé des preuves de C2G sur ce sujet, qui inclut une grande partie des références en question. Vous pouvez le télécharger sur notre page web pour en savoir plus. Nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Douglas, dans votre présentation, vous avez dit qu'un % supplémentaire de la lumière solaire qui serait reflétée pourrait compenser toutes les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Je pense que vous parlez de lutter contre les conséquences du réchauffement climatique. Oui, je voulais dire en faire le changement de la température moyenne mondiale, car les conséquences sont plus compliquées et j'aurais besoin de plus de temps pour le faire. Je ne pourrais pas répondre simplement en 10 secondes. Comme vous voyez, nous avons parlé des approches principales de la modification du rayonnement solaire, qui sont toutes dans une étape assez théorique. Et je vais demander aux participants, quand ils répondent, de dire s'ils parlent de la modification du rayonnement solaire en termes généraux ou s'ils parlent d'une méthode concrète, comme par exemple l'injection de particules dans la stratosphère. Donc vous avez parlé. Nous savons qu'il y a une lacune de connaissance, il y a des lacunes de gouvernance aussi, il faut mieux connaître ce sujet, mais nous avons la chance d'avoir peu ici de participants, donc vous pouvez donc faire toutes les questions et vous aurez des réponses de notre 3 experts. Si vous voulez faire une question, envoyez-les là dans la section de questions-réponses. N'utilisez pas le chat. Donc, vous appuyez sur le bouton de questions-réponses. Vous envoyez votre question et nos collègues vont nous la passer. Voici la première question qui a trait à la recherche, aux incertitudes et aux risques. D'où vous pouvez peut-être répondre. Donc, on travaille pour quantifier systématiquement les sources d'incertitudes dans les hypothèses de modification de la rayonnement solaire, pour savoir jusqu'à quel point nous pouvons être sûrs ou que nous connaissons bien la marge d'erreur, ou est-ce que la marge d'erreur est si grande que nous parlons de suppositions? Que pouvons-nous faire voir grâce aux études de recherche? Merci pour cette question si pertinente. Je crois que si je devais faire une liste des questions justement pertinentes sur la recherche, celle-ci figurerait dans la liste. Jusqu'à présent, on a travaillé sur des modèles climatiques et on a donné les résultats que donnent ces modèles, mais on n'a pas travaillé pour obtenir le degré de confiance de ces modèles. Pour prendre des décisions éclairées, il faut savoir ce qu'il va se passer et jusqu'à quel point règne l'incertitude. Pour pouvoir faire des études de recherche qui puissent nous offrir plus de certitude ou qui puissent nous dire quel est le facteur déterminant qui parachève l'incertitude qui entoure certaines approches. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été fait et donc cela a une répercussion sur les prédictions. Et il faut comprendre jusqu'à quel point les études de recherche peuvent réduire l'incertitude. Nous savons qu'il y a une certaine incertitude qu'on ne pourra pas éliminer lorsqu'il s'applique d'appliquer une technologie. Mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau va atteindre cette incertitude. Donc, il faut travailler plus pour quantifier de façon systématique cette incertitude qui entoure, par exemple, l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Nous connaissons la microphysique des aérosols, mais il faut peut-être être conscient du fait que nous manquons de connaissances vu ce que nous avons observé sur les éruptions volcaniques, et il faut étudier plus sur le sujet. Merci. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Oui, très rapidement, car Doug a bien répondu.
Ce que nous connaissons des méthodes de modification du rayonnement solaire jusqu'à présent, en particulier de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui est l'approche qui a été la plus étudiée. Donc tout ceci provient d'études réalisées en laboratoire. Donc il est certain que jusqu'à présent, on n'a pas essayé ces technologies en plein air, en dehors du laboratoire, ce qui peut donner des résultats tout à fait différents, on ne sait pas. Je regardais mes notes et sur ces expériences, sur cette expérience de géo-ingénierie qui compare différents projets qui s'appellent GeoMap, et cette GeoMap était axée sur les conséquences potentielles de l'effet d'un arrêt brusque d'une technologie de modification du rayonnement solaire. Il y a beaucoup d'études qui sont menées sur les méthodes concrètes de modification du rayonnement solaire, mais pas sur toutes les méthodes. Et chacune a des conséquences différentes. Jusqu'à présent, on a utilisé surtout des modèles dont ce projet de comparaison des modèles de géo-ingénierie. On utilise 11 modèles différents pour voir la cohérence entre les différents résultats obtenus et pour mieux comprendre les conséquences potentielles de certaines de ces méthodes. Et étant donné que jusqu'à présent, on a fait des expériences en laboratoire, je pense que c'est le moment de tenter de faire des expériences en dehors du laboratoire. Mais ceci pose des questions normatives, par exemple, qu'est-ce que l'on peut essayer, quel type d'expérience peut-on faire? Donc il y a un grand nombre d'éléments qu'il faut mieux connaître et qui doivent être mieux contextualisés pour comprendre de manière plus large quelles sont les conséquences de telle ou telle expérience en dehors d'un laboratoire. Anna Maria, c'est à vous. Vous avez fait beaucoup de recherches sur la gouvernance de cette approche. Que pouvez-vous dire? Je voudrais simplement ajouter qu'avoir plus d'études de recherche ne veut pas dire spécialement que le thème va être moins controversé. Il y a beaucoup de recherches en sciences sociales qui démontrent qu'il y a des valeurs et des perspectives qui pèsent beaucoup dans cette balance des délibérations et on ne va pas résoudre ceci simplement avec plus d'informations. Autre question sur une autre activité qui me semble judicieuse. Jusqu'à quel point la recherche est-elle importante pour la gouvernance? C'est-à-dire que avons-nous besoin d'avoir plus d'informations pour concevoir un schéma de gouvernance adéquat? Mais nous avons des lacunes sur les connaissances. Donc, quel est le rôle de la recherche dans ce sens? Thelma? Mais il y a une chose que je voudrais préciser. Quand j'interviens, je vais parfois faire référence à des recherches qui ne sont pas couvertes par le GIEC, non pas parce que je ne suis pas d'accord avec le GIEC, mais parce que parfois il y a des questions pertinentes qui se sont donc développées et que le GIEC n'a pas pu intégrer dans son évaluation. Donc, je voulais que ce soit clair. La recherche est fondamentale, mais comme disait Anna Maria, elle n'est pas suffisante. À mon avis, il est important d'avoir des études de recherche plus inclusives en la matière. Je veux dire que la plus grande partie des recherches sur les méthodes qui ont été faites jusqu'à présent, les méthodes de modification du rayonnement solaire surtout, et sur l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui a été la plus étudiée. Donc la plus grande partie de ces études ont été faites dans le monde développé, car il y a plus d'argent, des groupes de travail qui sont mieux coordonnés. Et à mes yeux, il faudrait élargir cette recherche, car sur tous les effets potentiels
de cette application des méthodes de modification du rayonnement solaire vont se faire ressentir de façon différente en fonction des régions. Donc, les pays doivent savoir quelles vont être les conséquences potentielles de ces technologies au niveau régional et même encore mieux au niveau local, car il peut y avoir un changement du régime des précipitations ou un changement des moussons. Donc, en tenant compte des différents effets en fonction des régions, il est fondamental d'élargir les études de recherche pour inciter d'autres à participer. Comment le faire? Ça, c'est une autre question. Mais il faut impliquer les chercheurs dans la communauté universitaire plus large de toute la planète pour que ils puissent répondre à de véritables soucis grâce à la science. Donc, j'ai comme objectif sur ce thème et sur la gouvernance de ces technologies que ceci implique différentes communautés d'études de toute la planète pour élargir tous ces thèmes qui font l'objet de recherche dans ces études. C'est un commentaire très intéressant et sur lequel j'aimerais mettre l'accent, si je peux. Il y a donc une recherche sur les conséquences potentielles de la modification du rayonnement solaire qui est importante pour la gouvernance. Anna-Maria? Oui, pour rebondir sur la question précédente, il y a des débats qui en fait parlent du fait de savoir si qui a été là en premier, la poule ou l'œuf. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut d'abord concevoir un système de gouvernance ou d'abord avoir des études de recherche? Je crois que la tendance émergente, c'est que il faut développer les deux de façon concomitante, c'est-à-dire qu'il faut des études sur les mécanismes principaux pour la gouvernance et que Thelma a mentionné, c'est-à-dire que ce soit une recherche participative qui dispose d'études nationales et également internationales dès le départ. Au fil du temps et au fur et à mesure que nous aurons plus d'études de recherche sur les différentes propositions technologiques, on va pouvoir développer davantage ces principes initiaux pour mieux les adapter. À mon sens, je crois qu'il ne faut pas réinventer la roue. On a déjà de l'expérience sur les mécanismes de gouvernance qui sont appliqués à d'autres technologies et nous savons le type de principes et de mécanismes sont importants pour guider et orienter le développement de ces technologies d'une manière démocratique et de façon à faire une reddition des comptes de ce que l'on fait. Je peux ajouter quelque chose? Oui, Douglas. Quand nous on parle de recherche, on ne parle pas simplement d'études sur le système climatique et sur les conséquences. Il faut également faire des études en termes de sciences sociales, sur la gouvernance, sur l'éthique, pour pouvoir comprendre comment différentes parties prenantes et différentes cultures perçoivent certains risques et certaines incertitudes. Et jusqu'à présent, ce type d'études larges n'ont pas été faites dans ce sens et elles sont importantes car les décisions gouvernementales doivent s'appuyer sur ces études. Oui, c'est important. Les parties de la Convention sur la diversité biologique au fil des ans ont demandé des recherches plus interdisciplinaires, ce à quoi vous faites tous allusion. Quel type d'études de recherche avons-nous besoin? Quel type de lacunes faut-il combler pour avoir de meilleurs mécanismes de gouvernance sur ces technologies? Thelma? Je voudrais ajouter quelque chose à ce que j'ai dit avant. Quand on parle d'un mécanisme de gouvernance internationale,
Il y a une chose qui est dite par la Convention de la diversité biologique et qui est pertinent et qui n'a pas trait à la modification du rayonnement solaire. La gouvernance au niveau international a joué un rôle très important depuis le début dans l'élimination du CO2, surtout avec des approches océaniques comme la fertilisation des océans. C'est-à-dire que bien avant 2020, donc la Convention sur la diversité biologique qui, sauf erreur de ma part, a déjà mentionné cette technologie en 2010, nous avons donc des éléments de gouvernance et il a été dit alors que les gouvernements ne pourraient pas appliquer de méthodes comme la fertilisation des océans si celle-ci avait des effets négatifs sur la diversité biologique. La gouvernance internationale en termes d'ingénierie maritime, y compris la fertilisation des océans, est régie par la Convention et le protocole de Londres, donc sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, entre autres questions, c'est-à-dire que en vertu de ce régime, on permet les études de recherche, mais on limite ce qui peut être fait. Donc la gouvernance doit avoir des objectifs à long terme, et c'est une chose que nous avons pour les mécanismes d'élimination du CO2, mais il faut donc que ça existe pour la modification du rayonnement solaire. Anna Maria, Doc, sur les études interdisciplinaires de recherche? Dans le protocole, on parle de géo-ingénierie maritime, mais il n'est pas mentionné en particulier l'élimination du CO2 face à la modification du rayonnement solaire. Tout ceci a surgi face à la possibilité d'utiliser la fertilisation des océans pour éclaircir les nuages marins. La fertilisation des océans dispose d'une réglementation qui peut montrer plus ou moins ce qu'on pourrait attendre des systèmes de gouvernance d'autres méthodes. Comme je le disais, ceci peut être développé petit à petit et rationnellement en fonction du développement de certaines technologies. Donc, la fertilisation des océans montre qu'il peut y avoir des mécanismes qui surgissent spontanément. Et on peut comparer aussi avec ce qui arrive dans d'autres instruments internationaux, par exemple dans la géo-ingénierie marine. Ce que nous voyons, ce sont des réactions sporadiques et distinctes dans différents mécanismes juridiques. Et il faut nous demander si finalement on peut finir par fixer des règles, des normes qui entrent en conflit. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un cadre cohérent qui aborde tout ce qui a trait à la modification du rayonnement solaire pour éviter ce type d'incompatibilité. Il y a des questions. Il n'y a pas de questions ni bêtes ni simples car nous parlons de sujets qui est très technique, donc il n'y a pas de questions bêtes et donc n'hésitez pas à nous demander même les choses les plus simples. Autre question. La modification du rayonnement solaire est un chemin unidirectionnel. Jusqu'à quel point peut-elle nous servir pour aborder les risques, tenant compte du fait que quand on arrête brusquement l'application de ces technologies, les températures rebondiraient, ou faut-il penser une application à durée indéterminée de ces technologies? Je peux répondre, même si je suis sûre que mes collègues pourront aussi répondre. Il y a 3 éléments. Ce n'est pas à durée indéterminée. Il est clair que l'on peut toujours arrêter d'appliquer cette technologie et il y aurait alors des conséquences si on arrête cette application. Pour ce qui est des risques, il faudrait les mesurer à l'aune d'autres risques. Par exemple, quel est le risque si on n'applique pas ces technologies de modification du rayonnement solaire? Quels sont ces risques? Donc, et en fonction de notre réponse drastique ou pas pour réduire les émissions, ou en fonction des incertitudes qui entourent les systèmes climatiques, il va falloir mesurer ces risques. Troisièmement,
Pour ce qui est du risque d'un arrêt brusque de ces technologies, et l'effet sera d'autant plus grave en fonction du niveau d'application de la technologie. Si on applique la technologie de façon progressive, jusqu'à ce que l'on refroidisse la planète d'un degré et que ensuite on arrête de l'appliquer, d'un jour à l'autre, les conséquences seraient néfastes. Donc, il faut vraiment procéder de façon progressive. Et donc, quand la planète aurait été suffisamment refroidie, nous aurions alors assez de connaissances pour savoir comment arrêter d'appliquer cette technologie. Mais si on fait bien les choses de façon progressive, il n'y aura pas de choc comme ça d'un arrêt brusque. Et cet effet d'un arrêt brusque n'est pas lié spécialement à des études scientifiques, mais plutôt à des décisions politiques ou des changements de régime, etc. Et alors, autre chose, quand on parle des risques, on parle de risques sociaux, climatiques, physiques. C'est très intéressant. Ça me rappelle un graphique dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré qui faisait une comparaison entre les risques entraînés par les différentes hypothèses en fonction de l'augmentation des températures. Et je crois que c'est très intéressant de faire cette comparaison. La modification du rayonnement solaire, tel que l'aperçoit le GIEC, est une technologie à laquelle on peut avoir recours pour compenser des profils d'évolution qui présentent un dépassement élevé, donc au-dessus de 1,5 degré, tel qu'il a été établi dans le rapport spécial du GIEC, c'est-à-dire que c'est une technologie qui est complémentaire aux efforts d'atténuation, à une réduction drastique des émissions, y compris à l'application en premier recours de l'élimination du CO2. Donc, il y a un certain ordre pour les mesures qu'il faut appliquer. Donc, en premier, il faut vraiment de vrais efforts d'atténuation. Ensuite, il faut tenter d'éliminer le CO2 de l'atmosphère grâce aux différentes options qui s'offrent à nous pour ceci. Et la modification du rayonnement solaire est ensuite une méthode qui va intervenir après comme approche, donc ou comme méthode, et qui va être utilisée dans des situations dans lesquelles il y a un grand dépassement de la température et dans lesquelles il peut être nécessaire d'avoir recours à cette technologie pour atténuer les conséquences d'un réchauffement climatique planétaire. Donc, pour ce qui est des conséquences de l'effet d'un arrêt brutal, c'est étudié par le GIEC comme l'un des risques potentiels de modification du rayonnement solaire, mais tout dépend des conditions dans lesquelles cette technologie est appliquée et qui peuvent entraîner des risques plus ou moins grands. Quant à un arrêt brutal de cette application, jusqu'à quel point on a injecté des aérosols, quel est l'effet d'un refroidissement qui a été atteint, c'est-à-dire qu'il y a différents éléments qui pèsent dans cette balance et dans le risque et qui déterminent donc un risque plus ou moins grand aussi pour la diversité biologique. Par ailleurs, le GIEC a établi une différence entre les risques entraînés par la modification du rayonnement solaire au niveau régional des différentes régions de ceux qui sont des risques planétaires. Et ce sont les conséquences régionales qui suscitent le plus grand souci. Mais comme je le disais, il faut des études de recherche et on en saura de plus en plus. Il y aura de nouvelles conclusions. Nous aurons des groupes de recherche plus larges et tout ceci nous permettra de mieux connaître la situation pour éliminer certaines incertitudes auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Anna-Maria, quelque chose à ajouter ou nous passons à la question suivante?
Je crois qu'il est très difficile de répondre à la question du degré de risque de l'application, de l'arrêt brusque de l'application. Il est vrai que nous avons des graphiques qui comparent les risques du changement climatique à l'aune des risques de l'application, de la modification du rayonnement solaire, et tout est basé sur des données obtenues grâce à des modèles, mais les comparaisons ne sont pas si simples car il faut également intégrer des questions politiques, sociales et autres qui pèsent également dans la balance des risques connexes. Et en plus, le risque est une question de perspective, c'est subjectif. Ce n'est pas une valeur absolue. Et en général, nous faisons référence à ceci comme un phénomène mondial, mais en fonction de l'endroit où vit telle ou telle personne, eh bien, la perception des risques sera différente. Donc, il faut faire un exercice de pondération, de comparaison des calculs de risques qui ont été faits jusqu'à présent et qui sont conceptuels surtout et théoriques. Et enfin, pour ce qui est de l'effet d'un arrêt brusque, il va falloir des mécanismes qui sont liés aux objectifs d'atténuation, voir jusqu'à quel point on a atteint ces objectifs. Et ça déterminera le niveau d'application de modification du rayonnement solaire. C'est très important, comme vous dites, de faire la différence entre les données obtenues des modèles, des données obtenues par l'observation, car ce n'est que comme ceci que l'on pourra vraiment voir quels sont les risques et les évaluer de manière adéquate. Nous avons beaucoup parlé de recherche, nous allons passer à autre chose. Et Anna-Marie a dit dans sa présentation qu'elle a parlé du doigt vert, de la main verte, comme c'était un méchant dans le film, qui est le déploiement unilatéral de technologies de modification du rayonnement solaire, ce qui a été vu dans le chapitre 4 du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré. Étant donné que nous savons que les conséquences de l'application de ces technologies sont planétaires, les gouvernements doivent se coordonner. Donc, nous avons une question sur le fait que le problème ne trouve peut-être pas sa source dans l'accord de la part des pays pour appliquer, par exemple, des méthodes comme l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Donc, comment peut-on établir un mécanisme de gouvernance pour non pas pour les choses qui se font dans le cadre d'un accord international, mais pour des décisions unilatérales qu'un certain pays peut entreprendre, sachant que les conséquences vont être planétaires. Avec ces technologies, nous savons que les effets se font ressentir au niveau mondial en termes économiques et si l'on pense au bien commun, il faut aborder la possibilité qu'un seul pays qui a les ressources techniques nécessaires pour appliquer ces technologies donc le fasse, mais il faut voir ce qu'il passe si cette application de cette technologie va avoir des effets au-delà de ces frontières du pays en question. Mais la question n'est pas d'empêcher que ceci ait lieu. Il y a différents instruments liés au climat qui fixent qu'il faut réduire les émissions drastiquement, et s'il n'y a pas de réduction au niveau requis, il faut y avoir des pays qui décident d'avoir recours à ces technologies pour compenser ce manque de réduction des émissions. Jusqu'à présent, il faut l'approche qui s'applique, c'est d'aborder ces questions avec un point de vue international, mondial, mais il y a beaucoup de difficultés en la matière, car un pays qui décide d'appliquer ceci de façon unilatérale, la modification du rayonnement solaire peut impliquer des conséquences pour toute la planète, et alors les bénéfices et les effets négatifs sont différents. Il y a des pays qui vont peut-être préférer qu'il y ait un plus grand réchauffement, alors que d'autres pays vont préférer opter pour d'autres choses, pour d'autres solutions.
Jusqu'à présent, le système juridique international ne tranche pas cette question, car il est très difficile d'avoir un accord multilatéral, car cela demande un consensus, et donc ceci est très difficile en raison de toutes les polémiques qui entourent ces questions et des intérêts différents des pays. Donc il est difficile d'arriver à un accord. Le changement climatique est un bon exemple qui illustre les difficultés qui arrivent lorsque l'on essaye de mettre tant de parties d'accord de façon à pouvoir réduire les éditions, d'avoir un cadre qui fonctionne, de créer un système d'atténuation internationale. Et compte tenu de ces expériences, on peut imaginer que tout instrument similaire sur la modification du rayonnement solaire va s'accompagner des mêmes difficultés et peut même supposer encore plus de défis en la matière. Il est certain que, comme nous l'avons déjà dit, que tous les pays ne sont pas d'accord sur le fait de faire des expériences ou d'appliquer des technologies de modification du rayonnement solaire. Il y a des pays qui ne connaissent pas encore les conséquences, comme je disais, à niveau régional ou local. Il y a beaucoup d'incertitudes quant aux modèles utilisés, quant aux expériences en laboratoire et quelles seraient les conséquences d'une extrapolation de ces résultats obtenus en laboratoire au monde réel. Donc, il est certain que certains pays ont plus de connaissances que d'autres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de réfléchir à un modèle de gouvernance inclusive comme celui auquel faisait référence Anna Maria dans sa présentation. Le GIEC a une définition de la gouvernance qui est très inclusive et qui implique des structures nationales, infranationales, à la société civile, au secteur privé, au gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut impliquer toutes les parties prenantes. Donc, et là, le GIEC insiste beaucoup sur ceci, c'est-à-dire d'impliquer les peuples autochtones, les communautés locales qui peuvent être affectées par l'application de ces méthodes. Donc, le caractère inclusif est une obligation pour la gouvernance, bien sûr. Et si nous n'arrivons pas à un accord international ou institutionnel, la probabilité de mener des expériences ou l'application de ces technologies d'une manière unilatérale est élevée. En dépit du fait que cette application unilatérale des technologies pourrait créer des tensions internationales, générer une manque de confiance et même compromettre la faisabilité de l'application de la modification du rayonnement solaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a de nombreux aspects, car on ne parle pas simplement de la gouvernance en termes de recherche, mais de la gouvernance dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il faut des cadres normatifs pour réaliser des expériences, pour réaliser ces méthodes de modification du rayonnement solaire, etc. Et lorsque l'on pense en termes de droit international, peut-être que je me trompe, mais le droit international oblige les gouvernements à se sauver et protéger l'environnement et appliquer le principe de précaution face à l'incertitude scientifique ou aux incertitudes. Donc, je profite du fait qu'Anne-Maria soit là pour essayer d'éclaircir ceci. Donc, est-ce une obligation pour les gouvernements de protéger et de conserver l'environnement et le cas échéant, comment cela peut-il affecter le débat que nous avons? J'ai peut-être pas très bien répondu à la question.
car l'application ou les expériences de modification du rayonnement solaire impliquent de nombreux éléments. Par exemple, si on applique la technologie en haute mer, il y a un contexte juridique spécifique qui demande une normative adaptée. En haute mer, la haute mer échappe à la juridiction d'un pays donné et il y a un principe, le principe de la liberté de la haute mer, avec qui inclut la colonne d'eau et l'espace aérien qui est au-dessus de ces eaux. Dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il y a un cadre concret, mais il faut se demander si l'application de ces technologies vont avoir un effet négatif sur le milieu marin ou pas. Et il faut aussi se demander si l'atmosphère entre dans la colonne d'eau et elle est réglementée en haute mer, ou alors si l'on parle d'un concept spatial, c'est-à-dire que ceci rentre. Est-ce que cela rentre dans le droit de la mer ou alors dans un droit de l'atmosphère? Quoi qu'il en soit, en vertu du principe de diligence raisonnable, les pays doivent être prudents et éviter de faire quelque chose qui pourrait être nocif pour eux ou pour d'autres pays. Mais comme on l'a dit, il y a beaucoup d'incertitudes sur ces technologies. Quels sont les effets probables de l'application de ces technologies? Le principe de précaution dans le droit coutumier international n'est pas confirmé par un tribunal international. Et donc, il y a une conduite juridique qui est à peine, qui est émergente, qui est débutante. Et donc, comme je le disais, il y a beaucoup d'incertitudes liées aux conséquences de l'application de ce type de technologie. Il faudrait également voir le contexte dans lequel c'est expliqué, car en fonction de ce contexte, il va y avoir différents défis pour voir quel est le cadre juridique, le cadre de gouvernance et à quel vide juridique nous sommes confrontés. Donc tout ceci met encore plus en avant le fait qu'il est fondamental d'avoir un système de gouvernance qui éclaircisse tous ces aspects, au moins au niveau international. Merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes. Il y a une autre question. Doug, vous voulez ajouter quelque chose ou nous passons à la question suivante? Oui, je crois que la dernière question serait bien, mais je voudrais faire éclaircir 2 choses sur les 2 questions précédentes. Tout d'abord, quand on compare les risques et les bénéfices de l'application de la modification du rayonnement solaire, il est difficile de le faire car le risque n'est pas monolithique, c'est pas unidimensionnel. Il est composé de différents éléments et la modification du rayonnement solaire peut augmenter certains risques, mais je crois que on peut affirmer avec une certaine assurance que si l'option d'utiliser la modification du rayonnement solaire n'a pas de répercussion sur la quantité d'émissions, la modification du rayonnement solaire réduit l'incertitude qui entoure les conséquences, mais pas toutes. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de certitude sur le fait qu'il est néfaste d'avoir un réchauffement climatique de 3 degrés que sur les risques de la modification du rayonnement solaire. Donc, si nous faisons face à cette hypothèse, la menace que de l'application de cette technologie ne serait pas aussi grande, mais il est clair que chacun peut analyser différents éléments qui composent le risque et donc arriver à des conclusions différentes.
Je voulais également éclaircir le fait qui est lié à la réalisation d'expériences et à l'application, car il n'y a pas d'expérience en tant que telle. Il y a deux types d'incertitudes, celle qui est liée au processus et au modèle, car on ne sait pas véritablement comment les aérosols interagissent dans l'atmosphère. C'est fait à petite échelle et il faut étudier ça mieux. Et il y a d'autres incertitudes qui sont liées à la réponse climatique en termes généraux. Il faut toujours nous demander quelle réponse climatique donner à partir de modèles quand on envisage l'application de telle ou telle technologie. Donc, il n'y a pas de contradiction entre l'expérience et l'application, car les expériences menées en plein air sont très différents de ce que suppose l'application de la technologie à grande échelle. Merci. Nous arrivons à la fin du temps imparti. Nous pourrions continuer à parler pendant longtemps sur cette question qui est complexe et intéressante. Donc, merci à nos trois experts, à Anna Maria Hubert du Canada, Thelma Krug au Brésil et Douglas aux États-Unis. Si vous êtes un petit peu confus ou perplexe, vous pouvez trouver sur notre site c2g.com des ressources complémentaires et des informations donc sur nos prochaines activités. Et vous allez voir apparaître à la fin de ce webinaire un sondage. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permettra d'améliorer les prochaines activités. Et vous pouvez donc nous donner vos impressions et vos opinions sur cette activité. Donc, merci encore à tous les assistants et merci bien entendu à nos experts et à mes collègues qui sont derrière l'écran pour que tout fonctionne très bien. Merci beaucoup.